messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de 15 heures au sommaire de ce journal. Défilé du 14 juillet à Paris, la France célèbre sa fête nationale 100 ans. Et Djibouti, Ankara, inauguration d'un nouveau bâtiment à Belbela financé par le gouvernement turc. Et pour la fête nationale, le président de la République a adressé un message de félicitations. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a envoyé avant-hier mercredi, un message de félicitations à son homologue français Emmanuel Macron, dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. À l'occasion de la fête nationale de la République française, amis, je me fais l'honneur de vous adresser à travers vous, au peuple de France, en mon nom personnel et en celui du peuple djiboutien, mes félicitations les plus chaleureuses, souhaitant en cette période de renouveau beaucoup de succès et de prospérité dans vos nouvelles fonctions. A écrit le président Guelleh. J'aimerais particulièrement vous renouveler la volonté du gouvernement djiboutien à poursuivre son action pour l'approfondissement de notre relation bilatérale et de coopération, notamment dans le domaine économique et commercial, afin de consolider notre partenariat stratégique, a poursuivi le président Guelleh. Le chef de l'État djiboutien a ensuite mis à profit ce message pour se réjouir de l'intérêt que manifeste ce nouvel homologue français pour la préservation de la paix et de la stabilité en Afrique. Monsieur le Président, je tiens à vous féliciter pour vos engagements annoncés au service de la paix en Afrique et en ce sens, notez le président Ismaël Omar Guelleh avant de renouveler ses vœux de succès au nouveau président de France. Et voilà le défilé de 14 juillet à Paris, en ce vendredi 14 juillet 2017, se déroule sur les Champs-Élysées le traditionnel défilé militaire. Une coutume vieille de plus d'un siècle qui, par tradition, débute aux côtés de l'Arc du Triomphe pour se terminer à la place de la Concorde. Fête nationale française, le 14 juillet occupe une place de premier plan dans le calendrier. C'est notamment pour cette occasion que le président Emmanuel Macron a invité Donald Trump à assister au défilé. Le président français a convié son homologue américain à célébrer le 100 ans de l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés des troupes françaises pendant la Première Guerre mondiale. Près de 150 militaires américains vont d'ailleurs descendre la célèbre avenue aux côtés de 11 000 militaires et policiers mobilisés pour l'occasion. La cérémonie est close par la fanfare interarmée qui osera une audacieuse medley de différents morceaux de duo français Daft Punk. Il y a 100 ans, le 4 juillet 1917, jour du 140e anniversaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis, un bataillon du 16e régiment d'infanterie qui fait partie de la première division descend déjà les Champs-Élysées devant des Parisiens en lice qui les saluent. La dernière participation du militaire américain date de 2002 avec les cadets de la prestigieuse Académie de West Point. 6 avions de combat F-16 de la patrouille acrobatique de l'US Air France force des 2 avions de chasse furtifs américains F-22 également parcourt aussi le ciel parisien juste derrière la patrouille de France. La FAMAS, qui a accompagné toutes les opérations de l'armée française depuis 40 ans, tire sa révérence. L'arme de la fabrication française est remplacée par un nouveau fusil d'assaut. Le premier règlement du tirailleur d'Épinal aura la lourde tâche de présenter le HK 416 lors du défilé à pied sur lequel une petite mention se dégage, Made in Germany. L'armée de terre française va se doter de 93 mégawatts de 416 armes emblématiques de la défense européenne d'ici 2028. L'armée française présente des drones, c'est une première. L'armée française va envoyer un de ces drones repères au-dessus des Champs-Élysées. Ce déploiement s'effectue dans le cadre des dispositifs de sécurité aérienne entourant le défilé invisible dans le ciel. Il fournira aux télévisions des images de la mise en place des troupes au sol.
Et hier, le jeudi 13 juillet, le ministère de la Femme et de la Famille, en étroite collaboration avec la TICA, agence des Turcs de coopération et de coordination, a organisé une cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment construit par la coopération turque. La cérémonie a eu lieu au centre d'action de l'autonomisation des femmes, en présence de Madame la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, de l'ambassadeur turc Sadik Atinok, du directeur de l'agence de la coopération turque, de la directrice du centre Kazaf, Madame Roda Ahmed Douali. Cette initiative témoigne de la bonne relation existante entre les deux pays amis. Et cependant, ce nouveau bâtiment va permettre au centre Kazaf d'élargir l'offre de formation au profit des jeunes filles et leur offrir des formations de pointe afin d'entrer dans la vie professionnelle. Notre fraternité envers nos frères djiboutiens à travers des projets similaires. La fraternité qui existe entre Djibouti et la Turquie n'est simplement pas, comment dirais-je, le secteur économique, mais le secteur social aussi prend un part majeure. Et dans une intervention, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, a remercié le gouvernement turc qui offre ce nouveau bâtiment ainsi que le Kazaf pour ses efforts inlassables. Nous sommes aujourd'hui réunis ici pour inaugurer un bâtiment qui a été construit par l'agence TICA. Cette structure vient renforcer les activités du centre Kazaf qui existait déjà et qui va lui permettre d'atteindre les objectifs et les missions qui lui sont assignées. Ce bâtiment va nous permettre de diversifier, diversifier les formations dispensées par le centre, telles que la formation en matière d'audiovisuel, telles que les cours d'alphabétisation pour les femmes, en plus de venir renforcer les cours de cuisine qui étaient déjà dispensés au centre Kazaf, mais cette fois-ci avec du matériel approprié et moderne. En plus des formations qui sont dispensées dans le centre Kazaf, ce bâtiment va permettre aussi d'avoir des ateliers de travail pour les jeunes filles qui ont bénéficié d'une formation, mais pouvoir mettre en pratique les cours qu'elles ont pu recevoir et exercer le métier pour lequel elles ont été formées en ayant un espace de travail et un encadrement approprié. Et je clore mon discours en remerciant l'ambassadeur, l'agence et le gouvernement turc pour l'appui indéfectible qu'ils apportent au gouvernement djiboutien. Et un message de félicitations adressé au ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar. Je cite, c'est avec un vif plaisir que j'ai appris votre nomination au grade de commandeur de la Grande Étoile de Djibouti. Je me réjouis de cette brillante distinction qui honore toutes les actions humaines, généreuses et efficaces que vous avez menées durant toute votre vie professionnelle. Je suis heureux de voir ainsi reconnu votre carrière faite de dévouement et de grandes compétences. Je tiens à vous féliciter chaleureusement pour cette haute distinction que vous méritez amplement. Et je me suis assurée que vous continuerez à faire honneur dans votre très haute fonction les grandes responsabilités que vous assumez à la tête de votre département. Un message provenant du directeur de l'ONARS. Et autre actualité, c'est l'ambassadeur de la République de Djibouti au Royaume du Maroc, M. Ibrahim Bilé Douali, a été reçu le 9 juillet 2017 à Abidjan par M. Marcel Amoun Tano, ministre des Affaires étrangères de la République de la Côte d'Ivoire, et il a remis les copies figurées de ses lettres de créance en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de la République de la Côte d'Ivoire.
avec résidence à Rabat. Lors de cet entretien, l'ambassadeur Ibrahim Billy Douali a transmis les salutations fraternelles de M. Mohamed Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères et de coopération internationale, à son homologue ivoirien. Les bonnes relations historiques qui existent entre les deux pays frères ainsi que les volontés des deux parties à renforcer les relations d'amitié et d'identifier des domaines de coopération bénéfiques aux deux pays ont été également discutés au cours de cette cérémonie. Le ministre ivoirien a assuré à M. Ibrahim Billy Douali, l'ambassadeur, le plein soutien de son département quant à la réussite de la mission de l'ambassadeur du Djiboutien. Ensuite, l'ambassadeur a pris part aux travaux du 44e séance du Conseil des ministres étrangers des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, qui a eu lieu à Abidjan du 10 au 11 juillet 2017 dans le thème de cette année, qui est jeunesse et paix et développement dans le monde de solidarité. L'ambassadeur du Japon à Djibouti, M. Tatsuo Arai, avec une session de force d'auto-défense japonaise dirigée par le colonel Suzuki Sato, a organisé hier matin une cérémonie à la mémoire du PDG du FUKU, construction du FUKU, de son chef du bureau Imori, disparu le 7 avril 1995 dans un accident de voiture sur la route de près de la Cassale. Au début de la cérémonie, les agents de force d'autodéfense ont fabriqué les nouvelles avec l'instruction du nom de Fuku et Sakawa, et pour le déposer les monuments pour garder en leur mémoire. Le préfet de la région d'Arta, M. Abdullahi Dararouki, a participé à cette cérémonie du dépôt des armes aux côtés des Japonais. Était présent également le représentant de la Zika et le principal du collège de Fukuzawa, Mohamed Kaura. Le responsable du Zika, M. Sassadeit, a présenté dans son intervention ses condoléances à la famille du défunt. Il a également expliqué que c'est un symbole fort qui exprime la relation d'amitié entre les pays et peuples djibouto-nippon. Lui, il est actuel principal de l'école Fukuzawa, où il y a 2 volontaires japonais. Et aussi, nous avons beaucoup de collaboration avec notre haute défense japonaise aussi. Donc, je vous remercie de votre participation. Et de son côté, l'ambassadeur du Japon à Djibouti, M. Tatsuo Arai, tient à honorer à travers cette cérémonie les relations de coopération que partagent le Japon et le gouvernement djiboutien. Il a par ailleurs expliqué que le président défunt de la République de Djibouti, il a expliqué que le défunt pourquoi nous construisons ce monument pour honorer leur mémoire. D'abord, je voudrais exprimer mes sincères condoléances aux familles des victimes de l'accident. Ces 2 personnes, M. Fukui Masakatsu et M. Hosokawa Hiromi. Ces 2 personnes ont notamment travaillé et contribué pour la construction du collège Fukuzawa. Le collège qui est toujours le symbole d'amitié et de la coopération entre Japon et Djibouti. Ça reste toujours notre symbole d'amitié, même après plus de 20 ans. Ces monuments ont été construits à l'époque sur l'autorisation de Monsieur le Président d'alors de la République de Djibouti. Et je voudrais exprimer de nouveau notre gratitude au nom du peuple japonais pour la compréhension et la manifestation de solidarité par le peuple de Djibouti et aussi le gouvernement de Djibouti. Et enfin sport pour terminer, dans le cadre de la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations Total Chan 2018, l'équipe nationale de Djibouti va recevoir samedi à 15h l'équipe nationale de l'Éthiopie au sein du stade Gouled. Ce match est très attendu et intervient après 2 mois d'entraînement mis en place par le staff de l'équipe nationale à leur tête, M. Moussa Moura.
l'entraîneur principal de l'équipe nationale. Lors des derniers entraînements de la semaine, des joueurs ont amélioré leurs conditions physiques et collectives d'après les propos de l'entraîneur au micro de la radio-télévision de Djibouti. Il a souhaité la participation des supporters soit en rendez-vous. Rappelons que le requin bleu de Djibouti ont gagné cette année, c'est la première fois depuis 10 ans contre l'équipe du Sud-Soudanais. Le championnat d'Afrique des Nations est une compétition internationale de football en Afrique organisée par la Confédération africaine de football tous les deux ans en alternance avec le CAN, dont la particularité est que seuls les joueurs évoluant dans un club de leur pays peuvent y participer. Là, à Djibouti, on s'est préparé comme on peut. Les jeunes ont affiché un bon état d'esprit. Il y avait une bonne ambiance. Tout le monde est motivé apparemment et tout le monde a envie de faire mieux qu'on a fait la dernière fois contre le Sud-Soudan, où on avait vraiment fait une performance ici en gagnant avec la manière, s'il vous plaît, 2-0. Et puis après, on est parti dans des conditions que tout le monde connaît. On a perdu un match qui, personnellement, que je ne peux pas oublier de ma vie. Et je sais que ça doit nous servir de leçon, nous, entraîneurs, comme eux, les joueurs, qu'ils puissent prendre ce genre de contre-performance pour mieux préparer les futures performances, Inch'Allah. Je crois que le match qui va se jouera dans des conditions de température difficiles. Ça, on le dit aussi bien pour nous que pour les Éthiopiens. Mais je pense que c'est une arme pour nous parce que nous sommes chez nous et nous devons profiter de 3 facteurs qui sont notre climat, notre terrain et notre public. Et pour cela, franchement, je compte vraiment sur le public djiboutien qui viennent pousser leur équipe pour qu'ils puissent nous aider à pouvoir faire une bonne performance, Inch'Allah, et de gagner le match. Parce que sans le public, franchement, on ne peut pas mettre une grosse pression sur les adversaires. Donc, j'invite tous les sportifs, tout le peuple djiboutien à venir apporter un coup de main à leur équipe nationale. Et de là, nous passons à l'actualité hors de nos frontières, notamment au Cameroun. Un attentat suicide a fait au moins 14 personnes dans la nuit de mercredi à jeudi à Ouaza, dans l'extrême nord du Cameroun. Au moins 14 civils ont été tués et une trentaine de blessés dans la nuit de mercredi à jeudi dans un double attentat à Ouaza dans l'extrême nord du Cameroun, où les attaques attribuées aux djihadistes nigériens de Boko Haram sont fréquentes, a-t-il appris. A-t-on appris que de sources concordantes, le bilan du double attentat est important. 16 morts, dont 14 civils, et une trentaine de blessés, affirmés sous couvert d'anonymat un responsable administratif de la ville. Les frontières nigériennes joint au téléphone depuis Yaoundé, 2 kamikazes se sont introduits dans un lieu très fréquenté où il y a des restaurants, des callbox, des cabines téléphoniques, notamment des buvettes, etc. Les blessés assez graves, a-t-il ajouté, en précisant que la plupart d'entre eux avaient été transférés dans la ville de Mora, dans le nord du pays. La ville est bouclée par les forces de la défense. Personne n'entre et personne n'en sort, a-t-il poursuivi. Et pour terminer, climat Syrie-Russie, retour des principaux déclarations de Trump et Macron. Donald Trump est arrivé jeudi 13 juillet à Paris. Le président français Emmanuel Macron a officiellement accueilli son homologue américain en milieu cet après-midi à l'hôtel national des Invalides. Les 2 chefs d'État ont eu un entretien à l'Élysée en fin de journée, suivi d'une conférence de presse commune dont voici les principaux points abordés. Emmanuel Macron a déclaré et qu'il ne faisait plus du départ à la destitution du Bachar al-Assad une condition préalable à l'intervention de la France. Dans des discussions sur la Syrie, nous n'avons en effet changé la doctrine française à l'égard de la Syrie pour pouvoir avoir des résultats et travailler de manière très étroite avec nos partenaires, en particulier les États-Unis d'Amérique. A confirmé le chef de l'État, cela fait près de 7 ans que nous avons fermé nos ambassades à Damas et nous n'avons plus de contact avec Bachar al-Assad et nous n'avons posé que cette condition sans aucune efficacité.
a fait valoir le président français. Le président américain Donald Trump a pour sa part estimé que le cessez-le-feu en Syrie démontrait l'utilité du dialogue et avec le président russe Vladimir Poutine. La semaine dernière, pendant le G20, grâce au dialogue, nous avons pu obtenir un cessez-le-feu dans le sud du pays. Il a duré un moment et franchement, nous travaillons à un second cessez-le-feu pour une partie très difficile de la Syrie, l'a-t-il conclu. Et voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, le focus dans quelques secondes. Coca-Cola? Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Coca-Cola? Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Coca-Cola? Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Bonjour Hussein, bonjour à vous aussi. Vous allez nous parler du réchauffement diplomatique entre la France et les États-Unis. Oui, effectivement. Donc, le président français Emmanuel Macron et américain Donald Trump ont affiché hier à Paris une entente presque parfaite et exprimé leur détermination à travailler ensemble sur tous les sujets, mettant en sourdine leur principal désaccord sur le climat. M. Trump et son épouse Melania sont à Paris pour 2 jours, invités d'honneur de la France pour commémorer les centenaires de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Lors d'une conférence de presse commune à l'Elysée, les deux dirigeants ont multiplié les amabilités, Trump affirmant le lien indestructible avec la France, M. Macron évoquant la détermination des deux pays à travailler ensemble et qualifiant son homologue d'amis. M. Trump et Macron, qui s'y sont entretenus en tête-à-tête, puis avec leur délégation, ont avant tout abordé leurs thèmes jugés prioritaires, à savoir la lutte contre le terrorisme. Concernant l'Irak et la Syrie, où la France est le deuxième pays contributeur donc de la coalition anti-djihadiste menée par les États-Unis, M. Macron a dit que les deux pays souhaitaient, au-delà de la lutte contre les groupes terroristes, travailler à une solution politique. Il a évoqué le lancement d'un nouveau groupe de contacts sur la Syrie, comprenant les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et des pays régionaux sans plus de précision. M. Trump a salué le cessez-le-feu récemment conclu dans le site de la Syrie et dit qu'il prouvait l'utilité du dialogue avec la Russie. Merci Hussein pour ces analyses et merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, les infos continuent sur Téléjouti.